Alors, bonjour tout le monde. On reprend on continue finalement notre panel hier, où on vous avait présenté 4 grandes campagnes officielles avec une discussion, des gens qui vont présenter la campagne pendant 5 minutes. Après ça, il y a 10 minutes de discussion. Et aujourd'hui, on continue en regardant, en étudiant 5 autres campagnes avec 4 personnes, excusez, 4 autres campagnes avec 4 présentateurs différents. Et moi, je vais continuer à poser mes questions fatigantes à tout le monde. Donc, si vous voulez vous présenter à tour de rôle, Alain, on commence avec Bonjour, toi. alors mon nom est Alain Charme et je suis ici pour vous parler de la campagne Kingmaker. JDR Ninja, Moi, c'est Miguel, alias JDR Ninja, et je vais vous présenter Rime of the Frost Maiden. Poisman, Bonjour, je suis Poisman. Je vais vous présenter la campagne Humanidine officielle d'Humanidine. et finalement Thomas. Thomas, moi je vais vous présenter l'une des plus vieilles campagnes de Donge qui s'appelle Dragonlance. On va retourner dans la nostalgie pour quelques instants à ce moment-là. Parfait. Donc, je vous rappelle, donc, on a 5 minutes de présentation, 10 minutes de discussion entre nous autres. Je vais poser des questions. Les autres sont évidemment invités à poser des questions ou à mettre des commentaires. Comme par exemple, je suis joueur dans la campagne d'Alain, donc c'est sûr, je vais pouvoir rajouter mon point de vue du joueur. Alors, donc, on va commencer. Top. Allez, vas-y. Oui, alors c'est ça. Donc, en 2016, avec mon groupe habituel de jeux de rôle, donc c'est un groupe déjà existant, j'ai entrepris la campagne Kingmaker. Donc, c'est une campagne. C'est une campagne, je pense qu'on peut appeler un classique moderne. Là, donc, dans des campagnes qui sont sorties dans les 10-12 dernières années, c'est probablement une des plus connues qui a été adoptée en jeu vidéo par la suite. Il y a une deuxième édition qui est sortie ou qui va sortir prochainement, qui a fait l'objet d'une campagne de socio-financement. Alors, Kingmaker est une campagne qu'on appelle bac à sable. Donc, c'est une campagne où les personnages sont appelés tout d'abord à explorer un territoire, à découvrir un peu ses habitants, à découvrir les différents dangers qui existent, et ensuite à créer leur propre royaume à cet endroit-là. Donc, ça laisse quand même beaucoup de marge de manœuvre aux personnages. Donc, il y a une grande partie de la campagne où le moteur, c'est pas d'avoir des missions qui sont données aux personnages. Évidemment, il y a des événements extérieurs à laquelle les personnages doivent répondre, mais c'est vraiment donc de prendre des décisions, de décider de quelle façon le royaume va prendre l'expansion. Donc, il y a toute cette partie-là qui est vraiment unique à Kingmaker, donc qui rend la campagne différente de d'autres campagnes qui peuvent exister pour Pathfinder ou pour comme les jeux, les jeux dérivés de Donjons et Dragons. Et c'est ce qui fait aussi que parler de Kingmakers, c'est quelque chose qui est intéressant parce que aucun groupe ne vit Kingmaker de la même façon. Il y a certaines campagnes publiées qui est possible de suivre des fois comme de façon assez rigoureuse. Alors, deux groupes peuvent avoir vécu des expériences très, très similaires. Évidemment, il y a des éléments comme ça dans Kingmaker, mais en même temps, il y a vraiment beaucoup de place à de la créativité. Alors, cette campagne-là, donc, la raison que j'ai proposé cette campagne-là au groupe, premièrement, je savais que comme maître de jeu, mon temps était parfois assez limité, donc j'avais déjà tenu des campagnes, surtout à GURPS, où c'est moi qui gérais toute la campagne, qui inventais les scénarios et tout ça. Là, j'avais le goût de me reposer sur quelque chose de publié, d'y aller avec des bases pour dire que j'avais moins besoin de mettre de la créativité, plutôt moins besoin de mettre ma propre créativité. Et donc, je pouvais offrir une expérience narrative qui était déjà prévue. Puis il y avait cette idée-là comme d'expérience commune qui m'intéressait. Donc, le groupe vive une aventure qui est vécue par plein d'autres groupes à travers le monde, de dire qu'on a l'impression de participer à quelque chose d'un peu collectif. Donc, c'est ce qui m'intéressait. Mais en même temps, je voulais pas être contraint dans une campagne trop linéaire. Justement, j'ai proposé Kingmaker, le groupe embarqué, justement, pour la flexibilité
l'aspect bac à sable le permettait. Donc, le fait qu'on puisse développer certains aspects qui n'étaient pas présents dans la campagne. Je pense que c'est une campagne dans laquelle c'est très facile d'inventer des scénarios, de rajouter des quêtes secondaires, de rajouter donc toutes sortes de conséquences aux actions des personnages. Donc, évidemment, dans n'importe quel... Quand on fait une campagne publiée, on peut tout de suite, on a toujours l'option de sortir du sentier qui est tracé puis d'aller dans des directions complètement différentes. D'ailleurs, j'ai un petit peu hâte d'entendre les autres participants, justement, voir si vos campagnes, vous avez été très rigoureux à garder le fil narratif de la campagne ou si, au contraire, vous l'avez fait voler en éclats. Mais Kingmaker permet un peu, donc, d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, de suivre la trame de la campagne, tout en intégrant des aventures qui découlent des actions des personnages et donc qui peuvent prendre toutes sortes de formes différentes. Alors, ce serait peut-être ma présentation initiale de cette campagne. Et puis peut-être juste avant de te laisser la parole, Stéphane, pour des questions, peut-être juste mentionner qu'on est rendu à la toute fin de la campagne. Donc, Kingmaker, d'ailleurs, ici, moi, j'utilise encore on est encore avec la première édition de Pathfinder. Pathfinder, deuxième édition, n'était pas sortie à l'époque. Donc, ça, c'est le premier tome de Kingmaker. Donc, il y a 6 volumes comme ça. On est en train de finir la campagne. Il nous en reste pour probablement quelques mois. On est dans le 6e et dernier volume. Puis, juste mentionner d'entrée de jeu que si des gens seraient intéressés à se lancer dans Kingmaker, il faudra que je fasse ma petite recherche Google. J'ai oublié de le faire avant la rencontre. Mais donc, il y a une édition à un seul volume qui sort ou qui va sortir prochainement. Il va falloir que je vérifie. Puis dans lequel un 7e scénario est ajouté et dans lequel donc il y a différents éléments de la campagne comme ça qui ont été bonifiés puis qui ont pu profiter des rétroactions des joueurs dans les 10 dernières années. Donc, je ne peux pas commenter sur la nouvelle version de Kingmaker. Je ne l'ai pas joué. OK. Quand vous allez entendre mon petit bip, c'est parce que le temps a été écoulé. C'est pas grave si vous dépassez un petit peu, c'est pas grave. Là, mais je pense un des commentaires qui est important de mentionner, très important, c'est le fait que Kingmaker inclut tout un système de construction du royaume. Et je dois dire que dès qu'on a commencé à faire la notion de build point, puis d'acheter des nouvelles constructions, moi, cet aspect-là ne m'intéressait, mais là, pas du tout. J'aime pas vraiment les jeux de stratégie qui permettent de construire des empires, là, comme Civilization et toutes ces affaires-là. J'aime pas vraiment ça. Fait que, c'est ça, on a discuté de ça quand c'est arrivé, quand ça s'est commencé à se présenter. Puis là, c'est ça, finalement, la décision qu'on a prise, c'est que ça allait se faire dans le background, on allait suivre comme ça, on allait le faire comme un groupe voyait l'évolution de son royaume, là, c'est-à-dire, mais en réalité, c'était les NPC qu'on allait prendre, qui allaient plus s'occuper de la construction du royaume, et on le faisait plus en background, et on n'a pas commencé à calculer c'était quoi les ressources du royaume, parce que c'était un aspect... J'ai commencé au tout début, j'ai essayé de le faire et ma bonne volonté s'est rapidement évanouie là-dessus. Parce que justement, effectivement, c'est un système qui est quand même assez complexe. Puis personnellement, qui m'a déçu un petit peu justement parce que c'est un système assez rigide de calcul avec des jets de dés puis des choses comme ça. Puis ça m'intéressait de l'essayer pour dire, OK, peut-être que narrativement, ça va donner lieu à quelque chose de le fun. Peut-être que ça va donner des bonnes opportunités narratives. En même temps, mais ça devenait assez lourd et il y avait quelque chose justement un peu bizarre dans le fait de calculer les build points. Alors que comme maître de jeu, on sait que on a quand même une bonne flexibilité au niveau narratif. Donc, on a toujours la possibilité de rajouter des quêtes secondaires, des choses comme ça. Fait que, c'est un peu ce que la campagne encourageait de dire, ben là, si vos personnages manquent de ressources, mettez une aventure supplémentaire pour qu'ils aillent chercher des ressources. Mais à partir du moment où, justement, ça devient quelque chose de plus narratif, le système rigide est peut-être pas... en tout cas, pour nous, c'est pas avéré nécessaire. Peut-être que d'autres groupes vont avoir une expérience différente. Je mentionnerais aussi que dans le groupe, donc, on a quelques joueurs qui sont des
des joueurs de longue date de jeux de rôle, puis qui sont vraiment expérimentés, puis qui ont joué à Donjons et Dragons il y a longtemps, alors qu'ils connaissent bien la mécanique de ce genre de jeu, mais c'est pas tout le groupe non plus. Puis mentionner quand même que si on joue un jeu comme Kingmaker, puis dans tous les dérivés de Donjons et Dragons, il y a quand même des règles qui deviennent progressivement de plus en plus lourdes. À partir du moment où on dépasse le niveau 10, gérer un personnage peut devenir complexe. Puis c'est quand même une tension, nous, qu'on vit dans le sens que j'ai des personnages, j'ai un des joueurs en particulier pour qui ça cause un peu des frustrations parce que des fois, il aimerait comme narrativement juste faire un paquet de trucs qui sont pas nécessairement supportés dans les règles. Il aimerait ça que ses sorts puissent donner comme le résultat que lui trouverait cool, alors que un sort dans Pathfinder ou dans un jeu de Donjons et Dragons a des effets qui sont comme précis, qui sont très, très techniques, qui sont très bien encadrés. Ça laisse pas beaucoup de place à de la marge de manœuvre. Fait que, c'est ça. Mais tu sais, je ne veux pas être trop négatif parce qu'il y a quand même quelque chose que j'apprécie vraiment avec Kingmaker, le fait que ça nous a permis de développer beaucoup les personnages, donc de les faire vivre, j'ai incité au départ les joueurs à créer des personnages qui allaient pouvoir avoir comme une relation avec la campagne, qui allaient pouvoir vivre leur propre aventure en même temps. Puis je pense qu'on a fait des choses qui étaient vraiment intéressantes là-dessus. Par moment, il faut un petit peu se battre contre la campagne dans le sens que ça demande quand même du travail de préparation. La campagne, entre autres, introduit de très nombreux personnages non-joueurs. Puis au début, c'est super. Au début, c'est des personnages qu'on veut faire vivre. Mais au fur et à mesure que la campagne évolue, on fait rarement référence aux mêmes personnages non-joueurs. Souvent, on en introduit d'autres. Moi, c'est quelque chose à un certain moment donné que j'ai arrêté, donc parce que chaque volume de la campagne présentait des quêtes secondaires introduites par de nouveaux personnages non-joueurs. À un certain moment donné, je veux dire, il y en avait déjà assez de personnages, puis les joueurs ne s'intéressaient, voulaient surtout savoir qu'est-ce qui arrivait avec les personnages déjà existants. Donc j'ai plutôt mis l'emphase là-dessus. J'ai fait j'ai prévu aussi, à certains moments, certains personnages non-joueurs qui allaient arriver plus tard, j'ai donné aux joueurs un lien avec ces personnages-là pour que ils puissent être introduits organiquement au début de la campagne. Puis comme ça, quand le personnage était supposé vraiment arriver dans la campagne, les joueurs se sentaient plus impliqués. C'était pas quelque chose qui venait de nulle part. Donc, je pense qu'il y a au niveau de la narration, il y a moyen pour le maître de jeu de développer quelque chose de plus organique, qui peut vraiment être intéressant, qui peut vraiment donner une expérience enrichissante. Puis je trouve ça le fun. Pour les joueurs, c'est peut-être pas toujours certain quels sont les éléments qui ont été publiés dans la campagne et quels sont les éléments qui ont été développés, donc que j'ai introduits ou que j'ai ajoutés. Comme il n'y a pas très longtemps, dans la campagne, il y a eu un combat contre un dragon noir Ituliak, puis bon, qui est un personnage qui, dans la campagne publiée, c'est un adversaire de la campagne, mais je veux dire, moi, c'est quelque chose que j'avais développé très tôt dans la campagne, d'avoir une rivalité entre le roi de la contrée des personnages qui est incarné par Stéphane et ce dragon noir-là. Donc, de monter les enchères, que ça soit pas juste un dragon qui arrive un moment donné et qu'on doit tuer. Mm-hmm. Je pense qu'il y a une chose que j'ai moins aimé dernièrement. Dans le sens, je trouve que le 6e livre, entre autres, puis ça, j'en ai parlé même hier, le 6e livre prend une tournure différente. Je sais qu'il y a eu des signes, puis évidemment, il y avait le dragon noir et tout ça. Mais quand même, toute la notion de comment je me souviens pas son. Néricia. C'est ça, en tout cas, il y a une invasion du premier monde, mais ça sort un peu de n'importe où, alors que moi, j'aurais beaucoup plus mieux, il y avait toute la notion, avec des conflits avec notre Brevoy en haut, là, qui était devenu tombé en guerre civile, puis on croyait à un moment donné qu'il allait nous invasion. Et j'aurais beaucoup mieux aimé traiter ça au niveau du roi que soudainement un nouvel ennemi qui se matérialise venant de nulle part, là, finalement, de notre point de vue. Là,
Effectivement, il y avait le dragon, mais à part ça, on avait des visions de conquête, tout ça, là, mais au bout du compte, c'est ça, quand même sorti un peu de nulle part. Là. J'aurais aimé qu'il y ait une plus grande correspondance. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, Stéphane. Puis d'ailleurs, justement, tu sais, comme ce personnage-là, donc l'ennemi final de la campagne, à peu près à chaque moment que je l'ai introduit préalablement, que vous aviez eu une vision ou qu'il y a eu un signe que quelque chose comme ça s'en venait, c'est quelque chose que j'ai rajouté parce que il y a une déconnexion entre le cinquième et le sixième tome, là. Tu sais, d'une certaine façon, le cinquième tome aurait pu être une conclusion satisfaisante à la campagne parce que le cinquième tome, c'est une guerre avec un royaume voisin. Tu sais, donc là, le royaume. C'est ça. Le royaume des joueurs se fait attaquer, doit monter ses armées, doit comme subir les attaques, puis après contre-attaquer. Tu sais, effectivement, je veux dire, puis cet aspect-là, puis donc l'aspect de Brevoy qui dans la campagne est vraiment beaucoup plus en arrière-plan, mais qui probablement aurait été davantage dans la logique de la campagne, effectivement. Donc, si parmi les gens qui nous écoutent, quelqu'un est intéressé à faire Kingmaker et si vous êtes un maître de jeu qui, en même temps, veulent prendre une campagne publiée et soit être prêt à la modifier, c'est une possibilité réelle, donc, de justement de continuer donc après Pitax, d'y aller avec Brevoy. Je crois d'ailleurs que la nouvelle version de Kingmaker, je crois que le 7e scénario concerne justement le conflit avec Brevoy. Je n'en suis pas certain, mais je pense que c'est ce qui a été d'ailleurs ajouté. OK. Parce que justement, tu nous disais toute la ligne, à un moment donné, il y a quelques centaines d'années, toute la ligne des rois comme a disparu ou quelque chose du genre. J'aurais pas, tu sais, quand tu l'avais introduit, c'est comme, hey, ça va faire une affaire cool, là, c'est probablement avoir à travailler là-dessus. Puis non, c'est comme un élément du background, là, puis on n'y reviendra pas. Ben, il nous reste exactement 17 secondes, donc merci Alain. On va passer au prochain. Ouais, mais c'est ça. Oui. Puis juste le mot final pour dire que n'empêche que c'est une campagne que je recommande très fortement. Ça laisse place à beaucoup de créativité aux joueurs. Puis comme je disais plus tôt, le fait de balancer les avantages d'une campagne publiée avec un bel espace de créativité. Donc, c'est une campagne que je suis content d'avoir vécue. On joue depuis 6 ans avec, fait qu'au bout du compte, il faut quand même qu'on aime ça. Là. Ouais, on se serait, tu sais, en 6 ans, si ça n'avait pas été le fun, on se serait tanné puis on aurait arrêté. Ça, c'est certain. Parfait. Merci Alain. Alors, on va continuer maintenant avec notre deuxième campagne, JDR Ninja, avec Rime of the Frost Maiden. Oui. Alors, c'est une campagne qui se passe dans les Royaumes oubliés, et plus particulièrement au nord, dans Icewind Dale. Puis, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a c'est comme trois aventures qui se croisent en même temps. Puis les personnages sont libres d'aller à elles qu'ils choisissent. C'est énormément bac à sable. Et puis, le défi, par contre, de cette campagne-là, c'est que les Ten Towns, c'est tout petit. Icewind Dale, autant c'est grand en termes d'espace, c'est des plaines glacées, tout ça, que les Ten Towns sont toutes proches les unes des autres. Puis il y en a 10. Ce qui fait que voyager d'un village à l'autre, c'est vraiment pas long, puis tu peux faire le tour dans une session. Il y a beaucoup d'informations. Il y a des quêtes secondaires dans chaque ville. Ce qui fait que la préparation initiale, il faut vraiment que tu t'entendes aussi avec tes joueurs pour dire qu'est-ce que vous comptez faire, où vous voulez aller. Parce que s'ils se garochent partout, là, je veux dire, c'est un peu fou. Là. La préparation au début m'a fait un peu peur. Mais finalement, y allant graduellement, ça se digère bien. Et puis, c'est beaucoup un squelette. Dans le sens où tu as tous les éléments dans tous les villages, plus les quêtes, les choses qui se passent, les triggers. Sauf qu'il manque un peu de substance là, pour aller toutes lier ça ensemble. Fait que, mettre des trucs plus custom, là, à la limite, là, des affaires que le maître de jeu va développer lui-même, c'est une bonne affaire pour aller chercher là, un lien un peu entre les événements. Puis,
aussi, les joueurs, leurs personnages ont des secrets. Ça vient avec la campagne, ce qui fait que les secrets peuvent nuire ou faire des éléments vraiment intéressants, dépendamment des situations qui arrivent. Et puis, c'est planifié pour aller mener les personnages, 5 à 6 personnages jusqu'au niveau 15 environ. Donc, il y a tout le temps de 1 à 3 qui est comme là, on essaie de passer vite. Là, je pense qu'ils ont fait ça dans Storm King ou une autre affaire. Là, une autre campagne officielle, là, qui est les premiers niveaux. Là, c'est comme un peu garoché, là, juste pour dire que tu grimpes jusqu'à 3-4. Là, puis après ça devient un peu plus sérieux. Sinon, ce qui est beaucoup amené, c'est le climat, la température puis l'ambiance. Parce que c'est un climat qui est rude. Un des événements qui arrive, c'est que c'est un hiver éternel qui est provoqué magiquement, ce qui fait que les conditions sont beaucoup plus difficiles. Alors, c'est tout le temps de ramener cette ambiance-là. On voit mal, il fait noir. Une grosse ambiance un peu dark là, qui se dégage de tout ça. Puis moi, c'est un des côtés que j'aimais beaucoup. Là, de la survie, t'as pas trop de ressources. C'est dans le fond, dans le nord, là, c'est des brigands puis des trucs de même. Le monde reste pas là parce qu'il aime ça. Là. C'est des forces de la nature, puis c'est de lutter contre ça. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, ça, il y a énormément... Ouais. Je m'en allais te proposer justement si tu peux dire est-ce qu'il y a une histoire, est-ce qu'il y a une intrigue? Je comprends que c'est quand même pas mal bac à sable, mais il y a quand même, est-ce qu'il y a quand même une intrigue plus grande, si tu veux? Oui, il y a 3 intrigues. Puis les 3, ils n'ont pas de lien entre elles. Puis un des défauts, c'est que ils démarrent à l'est. Fait que si les personnages décident d'aller à l'ouest, ben, à un moment donné, il y a comme de quoi qui peut leur tomber sa gueule, dépendamment comment le meneur de jeu va mener ça. Mais c'est trois intrigues là, complètement séparées, mais qui se passent en même temps dans Icewind Dale. Fait que c'est en se promenant, à un moment donné, oh, il y a telle affaire là, mais tu sais, il n'y a pas de... Tu pourrais l'enlever, puis ça paraîtrait même pas, là. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça qu'il faut comme des fois amener des trucs pour faire un peu de... Tu sais, de faire un lien entre eux, là, entre les objectifs, là, parce que sinon, tu sais, il manque un peu de substance, là. OK. Ben justement, on arrive à la période de discussion. Donc, maintenant. Fait que vous êtes tout libre de poser des questions si vous en avez. Ben toi, Stéphane, tu m'avais écrit parce qu'elle t'intéressait un peu, cette campagne-là? J'avais regardé un peu en ligne, là, puis ouais, ben je voulais quand même essayer. J'ai jamais essayé Dungeons and Dragons 5, là. Fait que, tu sais, c'est comme, bon, je voulais voir de quoi ça a l'air, là. En fait, ouais. Moi, j'ai sans doute une question que j'aimerais poser un peu tout le monde. Est-ce que, bon, tu dis déjà c'est une campagne bac à sable, donc je présume que ça laisse quand même de la flexibilité au maître de jeu. Est-ce que est-ce que tu la roules de manière fidèle par rapport à ce qui est publié ou tu te permets d'éclater ça et de partir, d'ajouter tes propres tangentes et tes propres idées? Ben, moi, j'ai rajouté mes propres idées. Par exemple, je les ai pas fait commencer dans Icewind Dale directement. Je les ai fait commencer à l'extérieur avec des accroches différentes qui fait que leur objectif, finalement, se rejoignent tous ensemble. Puis, tu sais, t'es pas obligé non plus de faire toutes les quests secondaires, là, les quêtes secondaires qu'il y a dans toutes les tentantes. Parce que si tu fais ça, ça a juste plus de fin. Là. À chaque fois qu'ils vont revenir à quelque part, c'est comme hey, tu sais, on se dirait un jeu vidéo quasiment. Là, tu sais, ta quest log se remplit. Là. Ouais, c'est ça. 15 quêtes ouvertes en même temps. Là. Ah ouais, c'est ça. Là, tu te dis, coudonc, on changera pas de village là, parce qu'ils vont encore nous demander de l'aide. Là. Surtout que des fois, il y a des quêtes secondaires comme ça dont l'intérêt narratif demeure pas si élevé que ça. Là. Je veux dire, pouvez-vous aller chercher un bidule dans la forêt puis le ramener à telle personne à un certain moment donné? Comme c'est le fun au début quand tu as besoin de points d'expérience, mais ça devient longtemps. Là. Quand tu pas ça,
Là, c'est comme, sais-tu, on va envoyer on va engager quelqu'un qui va aller le chercher. Ah ouais, puis en lisant un peu aussi, je me suis beaucoup aidé de DM's Guild. Il y a beaucoup de monde qui ont fait là, voyons, des suppléments là, pour un peu remplir tout ça. Je me suis trouvé entre autres là, sur Reddit là, une table de la météo. Puis c'est assez, fait que c'est assez le fun, ça rajoute du réalisme, puis ben, un peu plus que du réalisme, là, mais tu sais, ça rajoute tout le temps, bon, un matin, quel climat qu'il va faire. Tu sais, à un moment donné, les joueurs arrivent pour sortir, tu roules sur la table, il y a une tempête. T'es comme, bon, on va rester un peu. Puis là, finalement, ça l'a amené à la conclusion d'une quête. Puis, tu sais, s'il n'y aurait pas eu ce blizzard-là, il serait parti, puis il n'aurait pas fini une quête. Là, tu sais. Ça amène des petits événements par-ci, par-là. Là. Je pense ce qui m'avait surtout intéressé, c'est justement un peu l'ambiance avec la température. Parce que dans une de mes campagnes, c'est ça, à un moment donné, le groupe avait été en Antarctique et on s'amusait à jouer justement avec la tempête. Puis le froid et tout ça, puis il fallait qu'il fasse attention. Puis ça ajoutait un niveau supplémentaire comme de risque. Tu sais, c'est toujours le fun de jouer dans des endroits isolés, là, où il y a une créature qui veut dire, qui nous court après, là, puis tu peux pas où aller, là, tu sais, t'es pogné, là, dans le froid ou dans une caverne. Oui, c'est ça, puis c'est des températures extrêmes, fait que là, t'as l'épuisement qui embarque si t'es pas bien protégé. Tu peux marcher sur la glace, pouf, là, tu te ramasses mouillé, mais encore là, à cause des températures, tu vas en subir des conséquences. Est-ce qu'à haut niveau, cet aspect-là, il demeure encore présent? Parce qu'en même temps, avec des personnages qui ont de la magie, des fois, c'est possible d'un peu tout contourner. Est-ce qu'on perd? Ouais, ça, c'est... Ben, c'est un peu moins dangereux, mais c'est pour ça que tu te gâtes au début, là. Tu sais, comme meneur de jeu, là. Non. Là, au début, ça... Vas-y. Ils savent pas trop. En plus, les personnages viennent de l'extérieur. Fait que c'est pas des locals, là, du monde qui ont vécu là puis qui connaissent tous les dangers. Fait que c'est le fun, là, t'es fait explorer un peu. Leur premier voyage qu'ils font, ils le font à pied. Pas de raquettes, rien. Fait que là, des crevasses, des trucs qui arrivent, là, je veux dire, c'est le côté le fun au début. Parce qu'après ça, c'est pas mal moins grave. Là. Ils ont toutes des... C'est normal, parce que ce genre d'affaires-là, tu le dis, effectivement, c'est pas le genre d'affaires que tu peux faire pendant très longtemps. C'est correct, quand ils commencent, puis justement, tu t'arranges, la première chose qui arrive au village, quand ils arrivent au village, c'est qu'ils vont aller acheter des vêtements froids, des raquettes, puis toutes ces affaires-là. Mais après ça, c'est parce qu'à un moment donné, c'est le fun quand t'es pas niveau, mais à un moment donné, c'est comme, OK, là, on peut-tu passer à autre chose aussi? Oh, oui, c'est ça, c'est comme la température, tu sais, à un moment donné, tu roules un peu moins souvent parce que tu veux pas nécessairement que ce facteur aléatoire-là te freine, tu sais, en voulant dire, ben là, tu sais, j'ai roulé un autre blizzard, on va attendre, tu sais. Il reste un jour pour finir la quête, là, mais oups, il y a un blizzard, too bad, vous manquez votre quête, là, ça, c'est comme... Ouais, c'est ça. Puis aussi, c'est important d'avoir un calendrier parce qu'il y a des choses qui se passent en fonction des lunes. Puis là, nous autres, on joue en ligne. Fait que là, ce côté-là, il est plus facile là, avec un calendrier tout monté. Puis le temps, il est beaucoup important parce qu'il y a de la pénombre seulement entre 10h du matin et 14h l'après-midi. Le reste du temps, c'est l'obscurité totale. Calvaire, c'est loin dans le nord, ça? Ouais, ben c'est parce que justement, une des intrigues, là, c'est que le ciel est constamment leur couvert. Le soleil passe plus. Ah, oh boy, en plus. Ouais, fait que moins de plantes, des places où au printemps ou l'été, on va dire, là, c'était plus dégelé puis il y avait de la boîte, mais là, ça, c'est tout le temps juste dur. Fait que ça rajoute une couche là, de survivaliste là, en voulant dire le climat, là, il t'en veut encore. Là, les bêtes sauvages, ils ont faim, puis tout ça. Là, là vous êtes rendu où dans la campagne? Est-ce que vous approchez de la fin? Non, même pas. On arrive au chapitre 2 parce qu'il y a eu un TPK. Ouais, parle-en J'en ai entendu parler, même. Ouais, c'est que les joueurs avaient trouvé un meurtrier. Puis eux, ils sont comme pas trop posés de questions. Ils l'ont confronté. Il a dit « Oui, c'est moi. » Puis tout de suite, ils ont décidé de l'attaquer. Le contexte s'y prêtait pas trop. Alors, ils ont été... leur ennemi, dans le fond, il est en surnombre. Fait que là, ils sont fait
couchés à terre. Mais Mais, c'est ça? ben, un des joueurs avait un secret particulier qui. Ben, il y en avait deux. Donc, ben, il y avait tout un secret, mais là, il y en a deux que je pouvais utiliser. Puis, entre autres, il y a une prison là-bas. Puis, un des personnages, son secret, c'est qu'il était recherché par des nobles. Fait que là, ben, la marchande, elle, en voyant que elle était recherchée, ben, elle dit, ben, parfait, moi, je les vends en prison. Puis j'ai pas eu le temps encore quand les personnages sont tombés dans la cinquième édition, il faut que tu fasses 3 jets contre la mort, puis ils n'ont pas eu le temps de se rendre là. Ils sont tous couchés avant ça. Fait que moi, j'ai utilisé ça pour dire, ben, OK, elle sait que ben, elle, sa tête est mise à prix. Fait que go, on envoie tout ça en prison, puis sortez de là. Puis après ça a été jouer l'évasion. Puis là, après ça, ils se retrouvent dehors. On sauve de la prison, puis ils n'ont pas de vêtements chauds. Ah, fait que là, on a fait une session là, que c'était comme on se réchauffe, on avance un peu, on se réchauffe, on trouve de quoi. Repartir à zéro. Là. À cause du setting un peu particulier puis que c'est un peu grim et tout ça, est-ce que le niveau de magie est pareil ailleurs? Est-ce que, par exemple, les résurrections sont aussi... C'est rare. Il n'y a pas de mage puissant, puis les objets magiques sont rares aussi. C'est vraiment perdu, là. Il n'y a pas quelqu'un de sensé qui s'en va s'installer là, une grosse shop, là, puis vendre plein d'affaires. Là. Le monde sont pauvres, là, ils pêchent la truite, là, puis ils chassent le Yeti. Là, c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y en a d'autre qui a une dernière question? Il reste 1 minute et 20 secondes. Mais on a bien du plaisir. À part de ça, on aime bien ça. Mais comme maître de jeu, là, la préparation, là, c'est vraiment la clé pour cette campagne-là. Du fait du rapprochement des Ten Towns. C'est ce que je dirais. Là. Tu vois, il y a le rouge dans le chat qui chiale après toi, là, comme quoi il y a eu un mort quand même, les objets magiques sont trop rares, pas assez de sous pour des résurrections. L'actuel. Bon, Ah oui, hein. Juste une petite question rapide. Donc, le groupe qui fait la campagne avec toi, est-ce que c'est des habitués de Donjons et Dragons? Est-ce que c'est des gens donc qui sont capables de bien supporter justement peut-être la complexité croissante qu'on a d'un niveau à l'autre? Non, on était tous nouveaux avec la 5e édition. Fait que, tu sais, on y va tranquillement, puis on s'approprie les règles, là, plus ça va, là. Fait que, mais au début, quand j'ai commencé à aller, puis je me suis aperçu des distances de voyagement, j'ai fait « Wow, là, il va falloir s'entendre sur quelque chose, là, parce que il y a tellement de monde tout autour, là. » Il n'y a rien de pire quand, après 15 minutes après le début de la séance, tu as un joueur qui dit « OK, on s'en va là », puis tu n'as absolument rien préparé de cette ville-là. Ah ouais, c'est ça. Là, je dis, attendez, là, faut que j'aille lire un peu, là, tu sais, OK, il y a telle chose, là, tu sais. Toujours un problème avec les... À la maison, faites pas ça à votre maître de jeu, d'accord? Faites-les, peut-être qu'ils aiment ça. Ou vous voulez le torturer. OK, parfait. On va passer à notre 3e sujet. Donc, Boissman qui va nous présenter la campagne d'Humanidine. Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Humanidine est un jeu de rôle contemporain où on joue des super-héros, ou plutôt des super flics, et on a le droit de dresser des contraventions aux super méchants pour les punir des délits et de leurs crimes. Et la campagne commence par une enquête sur un serial killer qui est emprisonné depuis 12 ans. Et le cadavre qui a été trouvé est mort depuis 10 ans, mais il a le même mode de operandi. Et donc, c'est toute une campagne sur l'enquête à propos de ce meurtre, ce copycat ou cette erreur de jugement. Et il y a, comme on joue des flics, il y a aussi le quotidien de l'agence à gérer. Il y a aussi d'autres affaires qui viennent se mêler à cette affaire-là, le quotidien des agents de sécurité, quoi. Et non, c'est pas tout jeune comme jeu de rôle. Ça date de 96, je crois, de mémoire. Ah ouais, OK. Attends, j'ai les dates exactement. 2010, c'est ça. 2010, pardon. Autant pour moi. Et c'est 7e cercle exact. Du coup,
Non, 2010, c'est l'année de la campagne, autant pour moi. C'est l'année dans laquelle se déroule la campagne. Et la campagne se termine par le procès du meurtrier, et qui ne se finit pas vraiment comme les joueurs l'auraient aimé. Ok. Et donc, c'est très intéressant. Ça développe beaucoup de choses, entre autres les terres des rêves, les légendes amérindiennes, comme les 5 soleils, etc. Oui, les règles, par contre, sont assez dures. Moi, j'ai abandonné le système de règles, et j'ai adapté à Fate. Parce que les règles de création de personnages sont plutôt pas à ma convenance. Moi, je fais souvent ça aussi, fait que je comprends. Oui. Et du coup, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Juste, peux-tu nous parler un petit peu, c'est quoi la grandeur de la campagne? J'imagine que tu l'as déjà joué. Oui, je l'ai déjà joué en entier, et je l'ai déjà fait rejouer. Alors, il y a 2 scénarios dans le livre de base, qui est en papier et qui n'est plus trouvable, et qui date de 2006. Un scénario qui est paru dans une première édition seulement électronique, et 2 scénarios qui sont parus également sous format électronique. Un qui s'appelle Poursuite et un qui s'appelle Wonderland, qui se passe donc à Londres. OK. Puis ça prend combien de temps en général pour jouer la campagne? On a mis de mémoire 1 an à la jouer, en se retrouvant à peu près toutes les semaines, 3-4 heures par semaine. Mhm. Et je dirais, au niveau aussi des pouvoirs, tu sais, c'est quel genre de pouvoir? Est-ce que c'est plus un petit peu bas niveau à la Wolverine, X-Men, ou on est au niveau de Superman puis Wonder Woman? Ça dépend des joueurs, en fait, parce que lorsque la création du personnage, tu choisis si tu répartis plus de points en pouvoir ou plus de points en habilité, capacité et autres. Et donc, tu peux avoir très bien dans le même groupe des personnages à la Captain America ou à la Wolverine, et des personnages dignes d'un Superman. Et du coup, c'est pas un système de points comme GURPS, mais c'est un système avec comme un vampire, des catégories où attribuer un certain nombre de points. C'est bon. Et du coup, dans le pouvoir est d'une des 4 catégories. Et donc, il y a de tout. Et dans les super-héros qui sont actifs et qui sont les PNJ, il y a de tout également. Il y a le PNJ lambda qui n'a pas de pouvoir, et il y a ou qui a très peu de pouvoir, comme les fameux Speedy Pizza, ou Pizza Instant, je crois, c'est Pizza Instant, qui te livre ta pizza en 30 secondes à partir du moment où tu as téléphoné. Parce qu'ils ont des préconitions qui savent que tu vas téléphoner et commander cette pizza-là, donc la pizza est déjà à cuire. Donc quand tu téléphones, ta pizza est déjà cuite, et après ils envoient le téléporteur te livrer la pizza. C'est ça, ils savent même les ingrédients que tu voulais mettre dessus. C'est ça. Donc il y a et il faut savoir qu'à Humanidine, 80% des personnages et des PNJ ont des pouvoirs. Ouais, c'est ce que je m'en ai demandé. Ouais, ça semblait être vraiment tout le monde. Ça a l'air une société basée sur les super pouvoirs. Oui, en même temps, ça se passe à Madraselvar, ou à San Sepulcro pour être exact, où il y a eu une catastrophe nucléaire qui a fait que ça a déclenché des pouvoirs à tout le monde, ou à pratiquement tout le monde. Mhm. Et il y a aussi les Amériques qui exilent vers ce pays-là, parce que ça se passe au Nouveau-Mexique, ça se passe pas aux États-Unis. Tous les ressortissants américains qui ont des pouvoirs, parce qu'ils veulent pas de super pouvoirs sur leur territoire. C'est un parti pris surprenant de 7e cercle, mais c'est un parti pris que j'ai beaucoup aimé, de voir que les Américains ne veulent pas de super pouvoirs sur leur territoire. Mexique ou Nouveau-Mexique? Parce que Nouveau-Mexique fait partie des États-Unis.
Non, plus après la catastrophe Ok, nucléaire. il y a eu un changement, c'est bon, ok. Voilà, juste après la catastrophe, l'ONU a déclaré cette nation-là indépendante. Mais ça se passait au Nouveau-Mexique. Ah, ok, ok. Ça- Ouais, vas-y, Alain. Ouais, j'aurais une question parce que c'est ça, dans une campagne comme ça où donc tous les personnages peuvent avoir ont des pouvoirs qui peuvent être très, très variés. Oui. Est-ce que c'est facile à gérer sur une campagne à long terme avec comme. Tu sais, parce que tu sais, dans une. Tu sais, comme là, on vient de parler de deux campagnes de fantasy où, bon, on sait les capacités sont quand même assez bien encadrées, mais là, je présume Mhm. que ça peut être assez éclaté. Je veux dire, est-ce un personnage qui prend des pouvoirs de précognition, est-ce qu'il est en train un peu de briser la campagne ou est-ce que ce genre de choses est prévu? Ce genre de choses n'est pas prévu du tout par la campagne, mais c'est au maître de jeu de s'adapter et de proposer et de trouver des solutions pour ne pas briser l'enquête, parce que mine de rien, c'est un jeu de rôle et c'est un scénario d'enquête où il faut trouver qui a tué et pourquoi et comment. Donc, les pouvoirs de précognition ou des pouvoirs de post-cognition sont très puissants et c'est au maître de jeu de faire attention à ne pas autoriser de trop gros pouvoirs de ce type-là ou de télépathie qui permettrait d'instantanément trouver le coupable. Est-ce que la ligne, je te demandais, est-ce que l'intrigue est très serrée ou il y a quand même une certaine largesse avec des breaks entre les peut-être différents scénarios qui vont te permettre, par exemple, si tu veux allonger ta campagne, de rajouter des éléments supplémentaires ou c'est vraiment comme un jour après l'autre, on C'est avance le c'est- calendrier? c'est vraiment un jour après l'autre, on avance et au fur et à mesure, on a des éléments de l'enquête qui viennent se rajouter à l'enquête principale par Mhm. rapport à des enquêtes secondaires qui n'ont rien à voir, mais l'enquête principale continue à avancer pendant ce temps-là. Et donc, c'est vraiment, il faut jongler entre les enquêtes principales et l'enquête principale qui est l'enquête sur le serial killer Oui. et sur les enquêtes secondaires qui se présentent au jour le jour. Et Mhm. donc, dans les enquêtes au jour le jour, on est un peu libre de tout ce de faire tout et n'importe quoi, y compris Flash qui fait du 320 sur l'autoroute et d'aller lui dresser un PV. C'est un simple délit, mais ça rentre ça rentre dans la campagne. Ou un crime plus odieux comme un braquage de banque ou avec prise d'otage, etc. OK. Fait que tu as Et quand donc, même une certaine liberté de rajouter des choses. Tout, oui, c'est juste que ça n'arrête pas le déploiement, voyons, le l'intrigue. déroulement c'est ça, de l'intrigue principale. OK. Oui, tout à fait. C'est-tu relié à justement un calendrier? T'as-tu, Non, 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 il y a pas de calendrier de campagne. On dit juste au bout d'un certain temps, bah, il y a d'autres enquêteurs qui se sont mis sur l'enquête, parce Mhm. que à un moment donné, le meurtrier va continuer à tuer, Mhm. et plus il tue, plus il y a de pression des médias, plus il y a de pression des supérieurs et hiérarchiques, etc. Mais il n'y a pas de calendrier, il y a pas de timeline. OK, OK. C'est au maître de jeu de bien faire sentir aux joueurs qui sont sous pression des médias et de leurs supérieurs et du procureur qui veut absolument arrêter le meurtrier. Donc il y a pas de. Mais en gros, il y a 4 ou 5 scénarios qui se battent en duel et qui mettent la campagne à terme, entre guillemets, même si on est libre de rajouter des scénarios par la suite qui viennent meubler, qui viennent donner d'autres éléments, parce que le monde du Manidine est très large et on peut faire plein de choses dedans. Parce que l'intrigue principale se passe du coup à Madras-Selvar, donc dans la péninsule sud du Nouveau-Mexique, et seulement là. Et on est libre d'envoyer les joueurs en Russie, en France, à Londres, aux États-Unis pour négocier certaines choses. On est libre vraiment d'envoyer les joueurs où on veut après, quoi. OK, OK. OK. D'autres questions? Non, moi, ça couvre aussi pas mal de ce qui m'intéressait. C'est ça, c'est qui l'éditeur de ça, par exemple? C'est Septième Cercle. Septième Cercle qui a OK, édité c'est ça. vraiment une maison d'édition, OK. Oui. De Oui. France? Je crois qu'elle est française, oui, je crois. Oui, Bon, c'est pas tellement important, mais par contre, ça, ces livres, j'imagine, sont encore disponibles sur. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. Je parle en format électronique.
Ah, je ne sais pas justement. Ah, ok, on sait pas. Je ne sais pas du tout. Moi, je les ai en physique, mais en format électronique, je ne sais pas s'ils existent parce qu'en 2006, ça se faisait pas du tout. Donc, je suis sur le site du GROG en ce moment pour voir si ça existe Ouais, encore. c'est le Mais guide Police Galactique pour ceux qui savent pas. oui, et a priori, ça n'est pas développé. Non, il y a que des commentaires et Ok. aucun PDF disponible. Je vais aller voir sur Drive-Thru RPG. Oui, c'est possible qu'il y soit sur Drive-Thru, ouais. Peut vérifier, mais je pense que 7e cercle pendant très longtemps n'a pas fait de format électronique. Donc, Oui. 7e cercle en a fait très peu. Et il a fait très peu de format papier également, parce que Humanidine se compose en 2 bouquins papier. Humanidine lui-même, et Les Nouveaux Russes, qui développent tout le côté russe et tout le côté scandinave du monde. Mhm. Bon, ouais, là, peux-tu me donner le vrai drive? Voyons, bon, enfin. Euh. Y a-t-il moyen de faire une recherche ici? Drive-Thru RPG? Mais non, c'est pas ça. Alors, on atteint maintenant le moment de la table ronde où les Ouais, animateurs c'est ça. Bon, vont faire des recherches Internet. si vous voulez savoir, vous aurez fouillé, là. Je C'est sais ça. pas pourquoi je fais une recherche sur Drive-Thru RPG, puis ça me retrouve un paquet de conneries avant de me retrouver le site officiel, là. Je sais pas Mmh. pourquoi. Fait qu'on Ouais. perdra pas de temps là-dessus, là. Merci beaucoup, Poisman. Merci. Je dois avouer que j'avais jamais entendu parler de ça, là, donc ça a l'air quand même. L'idée de dire de faire le policier qui donne des tickets une contravention pour l'excès de vitesse à flash, par exemple, là, Oui, c'est quand même oui. humoristique un peu. Oui, mais c'est voulu, c'est sans doute voulu par les auteurs parce que, Oui, je pense que c'est ça. Parfait. Alors, oui, parfait, merci beaucoup. On va merci. passer maintenant à notre moment de nostalgie avec Thomas. salut. Donc moi, je vais vous parler d'un truc paru en 1984, ce qui Juste nous ça. rajeunit pas du tout, et qui était un nouvel univers à l'époque pour Advanced Dungeons and Dragons, qui s'appelait Dragonlance, créé par Tracy Hickman et Laura Hickman. Tracy Hickman venait d'être embauché en fait par TSR, donc la maison d'édition qui à l'époque contrôlait Donge. Pendant leur trip en voiture depuis la côte est jusqu'à la côte ouest pour rejoindre les bureaux de TSR, ils ont eu l'idée d'une campagne où dans chaque module il y aurait un dragon, puisque les dragons étaient les créatures emblématiques de Donge déjà à l'époque. Ils ont développé cet univers, ils sont partis de quelques bases, et TSR, quand Tracy Hickman a pitché cette idée-là, était dans une phase où ils cherchaient justement des nouvelles idées, et ils ont mis beaucoup de moyens, assez de moyens pour qu'en même temps, ils développent des romans. C'est peut-être ce que la plupart des gens connaissent le plus, c'est-à-dire les chroniques de Lance Dragon, qui sont des romans écrits par Margaret Weiss et Tracy Hickman. Pour aussi faire des jeux vidéo. Ensuite, l'équipe de développement de la campagne intégrait les artistes comme Larry Elmore ou d'autres qui développaient en fait les visuels du jeu et de l'univers en même temps que la campagne était développée. Donc ça a été un genre de moi, je la présente souvent comme c'est la première campagne transmédia du jeu de rôle, c'est-à-dire qu'un éditeur voulait vraiment porter cet univers-là dans plein de choses, dans plein de médias, dans plein de supports, et ça a marché très fort. C'est 14 modules en tout, la campagne originale. Ça a été réédité à la sortie de Donjon Dragon 3. Donc ça c'est le premier module. Cette fois ça a été réédité en 3 modules, euh, un peu moins années 80, là, c'est plus les modules qu'on connaissait à l'époque. Ça a été édité par Margaret Weiss. Ça a été réédité aussi à la fin des années 90 par TSR sous un format qui, moi, est mon format préféré, qui s'appelle Dragonlance Classics, où ça part des 14 modules et ça sabre pas mal, ça enlève pas mal de gras pour vraiment garder la substantifique moelle et l'essentiel de la campagne. Et ça a l'intérêt que c'est compatible à la fois avec AD&D et avec un jeu qu'ils avaient sorti à l'époque, qui était Dragonlance Fifth Age, qui est un genre d'ovni,
dans le monde du jeu de rôle, qui est un système narratif avant que les systèmes narratifs aient commencé à exister. À base de cartes, Mais si jamais vous êtes curieux, le système Saga, c'est une curiosité technique à connaître. Donc la campagne Dragonlance, comme tu disais Stéphane, c'est un retour à la nostalgie, mais c'est un mix étrange en fait entre classique et moderne. C'est-à-dire que c'est une campagne aussi où on trouve, je vais essayer de vous en montrer, on trouve des personnages pré-tirés. C'est une campagne qui est prévue pour jouer avec les personnages, donc qui sont aussi développés dans les romans. Mais déjà à l'époque, les romans ne sortent qu'après les premiers modules, et on propose aux joueurs donc des personnages établis. On propose des personnages qui sont déjà entre des niveaux 3 et 5 de mémoire. Donc on a parlé tout à l'heure de toujours dans Donge, dans toutes les éditions, le niveau 1 à 3, là, il y avait toujours une phase de c'est trop risqué de les envoyer faire quelque chose, mais il faut quand même qu'ils montent, alors on va faire des petits trucs en attendant d'eux. Ben là, non. On est niveau 3 à 5, on peut déjà commencer dans le vif du sujet. C'est des personnages pré-tirés, donc possibilité d'ajouter du drama déjà établi, c'est-à-dire un triangle amoureux, c'est-à-dire une rivalité entre deux frères. C'est des choses qui à l'époque n'existent pas du tout dans le jeu de rôle et qui là sont mises dans un truc à grosse distribution par un des principaux éditeurs du moment, et enfin l'un des plus gros éditeurs de l'histoire du JR. Ça permet aussi de mettre des enjeux pendant certains des modules qui sont vraiment fortement liés à certains personnages. Sur tous les personnages pré-tirés de Dragonlance, il y en a pas mal qui ont vraiment leur moment de gloire, leur moment où la lumière est sur eux et uniquement sur eux, ce qui, je pense, tous les MJ aimeraient avoir par rapport à leur PJ, c'est que tu veux à un moment donné que le PJ se sente le personnage principal, même s'il y a un groupe, de juste donner le spotlight pendant un moment pour que le PJ et le joueur aient vraiment un sentiment d'accomplissement. Et il y a ça dans Dragonlance sur, je dirais, une majorité des personnages pré-tirés proposés. Donc ça, c'est vraiment un côté moderne de cette campagne-là, on retrouve dans très très peu de campagnes, même des campagnes modernes, je dirais, même jusqu'à l'avènement des PBTA où le drama et puis l'influence du personnage sur la narration est vraiment prépondérant. Il n'y a pratiquement aucune campagne de JDR traditionnelle qui est allée dans cette direction-là depuis. Ça a souvent, je pense, été jugé trop risqué. Donc c'est vraiment hyper intéressant à ce niveau-là. Et puis sinon, il y a le côté classique, le côté tellement classique que c'en est parfois devenu des clichés. C'est le groupe de personnages qui commence dans une auberge, c'est on sauve le monde, c'est le bien contre le mal. Tous les clichés sont là. Mais quand on y pense, en fait, c'est une des campagnes qui a créé ces clichés. Dans Donge, il y a très très peu de campagnes qui sont restées éternelles. On peut citer Temple of the Elemental Evil, Against the Giants, mais Dragonlance est celle-là. Le cliché de la campagne qui commence dans l'auberge, là, c'est Dragonlance. C'en est pas une autre. C'est celle-là qui l'a créée. Le groupe de persos qui est lancé sur la mission par un vieux bonhomme bizarre dans l'auberge. Welcome home. C'est celle-là qui l'a créée. Et puis c'est ensuite l'histoire. Certains lui reprochent d'être un railroad. Moi, je dis souvent, c'est un voyage en train, là. Quand le paysage est bon et quand il se passe vraiment des bonnes choses, t'oublies que t'es en train, puis tu profites et tu t'amuses autant que dans d'autres campagnes, là. Donc c'est pour moi l'une des meilleures campagnes de Donge. En termes de jeu qui est offert, de défis qui est offert, est-ce que c'est surtout du dungeon crawl ou c'est plus varié, il y a différents types de scénarios qui sont offerts? Ça dépend des versions. Donc la version originale, donc les 14 modules, je te dirais qu'il y avait un peu trop de dungeon crawl. Même s'il y avait des environnements variés, donc parce que par exemple à un moment donné ils sont sur les glaces, il y a un autre moment ils sont dans la forêt, dans une zone de mer, d'océan un peu particulière. Bref, il y a des environnements variés, mais il y a un aspect dungeon crawl qui est très important. C'est le milieu des années 80, ça reste encore un aspect prépondérant de Donge. Dans cette version classique dont j'ai parlé, l'une des choses qu'ils ont enlevé, c'est beaucoup de donges inutiles. Ils en ont gardé certains qui sont très emblématiques, mais ils sont allés plus dans le flow de l'histoire et dans la narration de la campagne elle-même. Et donc ça allège ce côté donge qu'il y avait dans la version originale. Mais il y a des donjons, mais il y en a certains qui restent
Pour moi, je dirais très mémorable, très très mémorable au niveau de la construction du donjon. Il n'y a jamais de donjon pour être du donjon, quoi. Il y a toujours une raison d'être au donjon, à l'histoire du truc. Souvent, la campagne va mener à découvrir l'histoire de ce donjon et pourquoi c'est dans cet état-là et pourquoi je peux parler d'une cité qui pendant un cataclysme s'est retrouvée sous terre, une forteresse d'un sorcier qui a été détruite pendant une bataille, des choses comme ça, quoi. C'est toujours quelque chose où il y a une histoire derrière. Et juste par curiosité, quelle version de la campagne est-ce que toi t'as joué? Donc moi j'ai mené 3 fois cette campagne de bout en bout, une 4e fois où on n'est pas allé au bout. Je te dirais que la première que j'ai menée c'est la Classics, avec du AD&D2 basic, et après j'ai rajouté des choses que je trouvais dans les modules ou que je retrouvais dans les autres versions plus récentes. Donc j'ai joué en ADD2 avec les options Skills and Powers, puis en Donge 3. Et toujours avec une version un peu différente, mais je pense que la version classique est pour moi la version la plus pure entre guillemets parce que on se perd pas trop dans des bouts d'aventure inutiles. Tout à l'heure on parlait souvent des quêtes secondaires qu'on fait pour monter de niveau puis machin. Dragonlance, là, l'objectif est clair dès le début, dès le premier module, on apprend qu'est-ce qui se passe et on sait quels sont les enjeux. Puis après c'est pas du grind, mais c'est des gros événements qui s'enchaînent pour aller vers un climax pour sauver le monde, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant quand même parce que justement, toi, comme les campagnes dont on parle aujourd'hui, c'est des campagnes qui prennent quand même beaucoup de temps, qu'on joue sur des années. Donc, le fait de revivre comme maître de jeu la même campagne plusieurs fois, qu'est-ce qui t'amène à vouloir comme répéter l'expérience? Est-ce que t'es pas satisfait du comportement de tes joueurs et tu veux recommencer avec de meilleurs groupes? Les 3 fois, ça a été hyper positif. Je te dirais, en plus, j'ai joué toujours avec des groupes d'une dizaine de joueurs. D'accord? Donc des groupes plus gros que ce qu'on fait d'habitude. Faut savoir qu'à un moment donné dans la campagne, il y a une séparation du groupe en deux. Et en fait, chaque groupe fait un genre de 1/3 ou jusqu'à la moitié de la campagne. Donc après, ça redevenait plus classique avec 4 à 6 joueurs de chaque côté. Mais sur la trentaine de joueurs au total, je pense qu'il y a eu 2 expériences négatives. Un qui a abandonné très vite parce que on n'avait pas fait de session 0. Là, à l'époque, on parlait pas de session 0, mais le contrat lui plaisait pas. Là. Aujourd'hui, c'est ce qu'on dirait. Le contrat social lui convenait pas. Une autre où ça a été un peu plus difficile aussi, mais donc vraiment toujours positif. Et c'est une campagne qui est jouable relativement de manière assez courte. Là, vous parliez de Kingmaker, 6 ans. Moi, les Dragonlance, là, à raison d'une séance par semaine, une grosse séance, un dimanche par semaine, c'était 1 an à chaque fois. Okay. J'étais étudiant à l'université à l'époque, puis le but c'était, on joue pendant l'année universitaire, là, on commence en septembre, on finit en juin. Okay. Juste pour être clair, c'est ça, nous autres c'était 6 ans, mais en réalité, on joue 2 semaines. Puis les parties dépassent jamais vraiment 3 heures, des fois c'est entre 2h30 et 3 heures. Exact, ouais. Pour vraiment mesurer, faudrait compter les heures. On n'est plus à l'université, on n'a plus le stamina. On a des familles, on a des choses à faire et tout ça. Moi, je pense que pour beaucoup de gens, de jeunes dans mon temps, là, effectivement, on a lu les. Je me souviens encore le titre des 3 livres, c'est Dragon of Silver Twilight, Silver of Winter Night et Dragon of Silver Night. Et, Winter Night et Dragons of Spring Dawning. Je m'en souviens encore. Ouais. Et moi, une des choses que je trouve intéressante récemment, donc il y a un site de référence, je mettrai les liens dans Twitch, il y a un site de référence qui s'appelle Dragonlance Nexus. Ils ont sorti récemment une adaptation de l'univers à la 5e édition. Récemment aussi, il y a une nouvelle trilogie qui est annoncée par les auteurs Weiss et Hickman. Parce qu'il y a eu plein de bouquins, mais Weiss et Hickman reste la référence. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, jeunes joueuses de jeux de rôle qui connaissent pas cet univers-là, qui n'ont pas lu les romans, parce que nous, à l'époque, c'était dur de trouver des gens qui n'avaient pas lu les romans. C'était difficile dans notre génération de trouver des gens qui n'ont pas lu les romans. Avec les jeunes, je suis pas certain. Je pense que ils sont plus Harry Potter ou des trucs encore plus récents qu'ils peuvent être Dragonlance. J'ai l'impression qu'avec un peu les déboires de TSR, puis tout ce qui s'est passé, il y a eu quand même de très nombreuses années où Dragonlance n'était pas mis en avant comme... dans le fond, fait que il y a une génération qui en a pas tant que ça entendu parler. Là.
Ouais, exact. Et en tant que MJ, du coup, ça devient un potentiel de joueurs et de joueuses pour cette campagne. Ouais. Parce que c'est forcément moins facile avec des gens qui ont lu les romans. Parce que pour répondre à la question de Christophe Pilule Rouge, ça raconte la même histoire. Ça la raconte de manière différente. Il faut savoir que donc c'est développé en même temps au début. Mais au début, ils sont en avance dans les 5-6 premiers modules, ils sont en avance au niveau du jeu de rôle par rapport à l'écriture des romans. Et dans les 6 à 8 derniers modules, c'est les romans qui sont en avance. Et en fait, ce que ça fait, c'est que du coup, les premiers modules sont très très proches des romans. Et c'est les romans sont souvent on dit que Dragonlance est mal écrit parce que cette partie des romans suit beaucoup la campagne de JDR. Puis il y a l'expression bien connue, on entend rouler les dés là, ce qui est vrai. Mais ensuite, les romans prennent les devants et la campagne ne peut pas suivre ce que font les romans. Donc là, il y a une partie où la campagne est un peu plus libre, où on peut prendre des morceaux, les réorganiser, les mettre jouer un peu avec. Et là, on s'éloigne un peu plus des romans. Mhm. Et moi, la question qui vient tout de suite à l'esprit, est-ce que tu rejouerais encore cette campagne à nouveau ou est-ce que là, tu considères que tu as terminé? Non, en cinquième, je la rejouerai. Parce que de mes 3 expériences en tant que MJ, je te dirais que la 3e édition, techniquement, n'était pas satisfaisante. Je passais trop de temps sur la technique. Et j'aime la 5e pour ça, qui revient à un équilibre un peu pour le MJ, un peu moins de technique, un peu plus d'histoire. Donc en 5e, je la rejouerai. J'attends, j'espère qu'il y ait une adaptation officielle 5e. Parce que dans notre temps, tout le monde rêvait d'être Wrestling, qui était le gars scrawny, le frère de Caramon, le gars qui était super fort. Parce que c'était justement un petit gars faible, mais c'était un wizard, puis il devient comme un arch wizard à la fin. Là, mais tout le monde fixait sur lui parce qu'il était tellement vicieux vers son frère. Veut dire, même s'il l'aimait, il était toujours. Il lançait toujours des flèches, comme quoi là. Il était jamais capable là, de faire quelque chose par lui-même. Ça, il prenait toujours son frère avec lui là, pour faire ça, parce que lui, il était évidemment super intelligent, là, mais fait que c'était la grosse fête. Tout le monde voulait être lui, là, finalement. Mais finalement, il y a une bonne fin parce qu'il y a comme une deuxième série qui s'est concentrée par la suite juste sur ces deux frères-là. Et l'histoire de Wrestling va comme être réglée une fois pour toutes, puis il va se sacrifier, c'est ça, exact. Il va se sacrifier à la fin pour sauver son frère. Là, mais bon, c'est ça. Après ça, c'est que. C'est hors de la campagne de JDR. Ça, ouais. Ça Oh, c'est ouais. vraiment la partie des romans. Après, le Dragonlance a été développé en tant qu'univers. Il y a plein d'autres campagnes qui sont aussi intéressantes, d'autres périodes de jeu. Là, mais je voulais parler de la campagne originale en particulier. De toute façon, c'est parfait. Oui, excuse-moi. Moi, j'ai peut-être une dernière petite question. Est-ce que ça t'est arrivé de jouer la campagne et là de t'écarter davantage de l'intrigue puis de mettre plus de créativité ou t'es resté dans le droit canon? Non, je suis resté les 3 fois. La première, je t'avouerai que la première, j'étais tellement angoissé en tant que MJ que je pense que ça a été la plus railroad des 3. J'étais pas prêt à sortir du canon. Les 2 autres, j'étais prêt à sortir du canon. Il y a eu des choses que j'ai coupées ou éludées ou accélérées. Il y a des moments où on a varié un peu la vitesse de résolution selon ce que les joueurs aimaient ou tu sais, si je sentais qu'il y avait on était dans une phase où ils aimaient vraiment l'endroit où on était, puis l'histoire de l'endroit, puis les PNJ avec qui ils interagissaient, je prenais plus de temps, et inversement, j'accélérais si je sentais. Mais la campagne est faite de telle manière que il y a peu d'envie des joueurs de sortir du rail. Il y a ils cherchent pas vraiment parce que encore une fois, l'objectif est tellement clair, tellement brillant en face que ils y vont souvent en ligne droite. Puis, en tant que MJ, c'est relativement simple de les guider. Parfait. Ben, on arrive à la fin de notre petit entretien. Alors, merci tout le monde d'avoir bien voulu participer à ça. Pour ceux les courageux qui nous écoutent, ben, on espère que ça vous aura donné des bonnes idées sur les différentes campagnes qui existent. Et si jamais vous voulez vous en procurer une, ou peut-être même une nouvelle qu'on n'a pas couverte ici, peut-être la prochaine fois, ce sera à vous de venir nous la présenter. Alors, merci beaucoup. Bonjour. Au revoir tout le monde. Bye. Au revoir.
Ah ouais, ça fait plaisir. Vous- T'as Ah, là, qu'à tu jouer à l'as reçu Dragonlance. à la dernière Mais- partie, je t'en ai donné un. Bonne journée à vous. Au revoir. Bye. C'est ça, il vous donne un objet magique, mais tu sais, comme pour une race spécialisée, c'est comme il n'y a aucun personnage du groupe qui a ça. C'est comme. Ouais, c'est ça l'astuce. Mais Ben dans oui. Maker, il n'y a pas de. Y a pas de à part l'épée de Nemissa, là. Tu sais, le reste, on est à plus 2, plus 3 là, en termes d'épée. Là. Même si on est rendu au niveau 16, là. Tu sais, on se promène pas avec des artefacts plus 5. Là. Ça n'empêche. Ça serait un. Ça a été long d'avoir nos premiers vraiment objets magiques. Mais ça n'empêche que c'est